Tu sais, les violences contre les femmes, c'est un cerbère avec plusieurs têtes. Il y a la tête des hommes violents, il y a la tête des hommes qui ne savent pas se contrôler, qui cèdent à leurs émotions, à la colère et qui sont violents, qui tombent dans le mal. Il y a la tête des femmes qui se font passer pour des victimes alors qu'elles ne le sont pas et ça dessert les victimes, tu vois. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je prenais vraiment des précautions. Mais quand tu es là au téléphone, t'entends, boum, tu me fais mal, t'entends des bruits de fou et que le téléphone, il tombe. Et là, je commence à flipper, mon cœur est batté, je suis dans la voiture, je dis, waouh, c'est une dinguerie, wesh. Et là, je vois quelqu'un qui prend le téléphone, j'entends, et là, j'entends, c'est Ding Doumbé, pas toi, pas lui, c'est incroyable. Et ça raccroche. Je me suis dit, wow, il va la tuer là. C'est le décès de ton père qui va enclencher l'accouchement de ta mère pour ta naissance. Ouais, ça, c'est une dinguerie, ça. On pourrait faire un film. On pourrait faire un film en plus. Après, moi, j'ai pas de souvenir de cette période, hein. Tout simplement parce que j'étais pas là. J'étais pas né, donc j'ai pas de souvenir. Après, ma mère m'a raconté des choses. C'est très compliqué pour elle. C'est pour ça que j'ai énormément d'admiration. Je suis très admiratif de son parcours et de sa force et de la force des femmes en général. Parce que bon, on connaît les femmes, mais on peut pas leur enlever qu'elles sont très très fortes. Elles peuvent endurer des choses que nul autre ne peut endurer. En passant, de l'accouchement, en passant par des épreuves dans la vie. Et pour citer par exemple cette épreuve du décès, être une veuve et élever ses enfants seule, c'est incroyable. Du coup, ça c'est une période dont j'ai pas de souvenir, mais je sais que c'était très difficile pour ma mère. Après, aujourd'hui, en tant qu'adulte, repenser à ça, on pose souvent la question, est-ce que tu as eu un manque? J'ai pas eu de manque parce que le terme manque présuppose qu'on aurait eu la chose avant et puis maintenant cette chose nous manque. Or moi j'ai pas eu de père au début, donc je ressens pas de manque. J'ai pas ressenti de manque durant mon enfance. Au contraire, c'est comme quelqu'un qui naît handicapé. Il est comme ça en fait. Tu vois, quelqu'un qui naît aveugle, il est aveugle. Il développe d'autres aptitudes qui font qu'il ne ressent pas le manque de la vue parce qu'il est né comme ça, il n'a jamais connu la vue. Et moi, c'est exactement ça, j'ai pas connu de perte, donc je suis né comme ça et pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Tu vois, sauf quand des fois j'étais au collège, j'entendais des gens qui disaient papa, ça me faisait bizarre un peu. Parce que moi, parce que je savais que je ne le dirais pas moi. Après, sans plus, hein. J'étais pas triste. Non, au contraire, j'étais très très bien avec ma mère, ma grand-mère. Et parfois, je réfléchis, je me dis même s'il avait été là, vu comment ma mère me le décrit, elle dit que je suis comme lui, donc très strict, très droit, très dur, très rigoureux, et je pense que j'aurais jamais été boxeur, tu vois, déjà, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'aurais fini architecte ou médecin, ce qui est pas plus mal, hein. J'aurais pas fini sportif de haut niveau, tu vois, s'il avait été là. Donc, tu sais, des fois, les choses, il y a une sagesse dans chaque chose. Chaque épreuve a une sagesse. Et il y a un bien dans chaque épreuve. Même si on ne peut pas le voir dès le début, au préambule de l'épreuve, on ne se rend pas compte parce que nous, on est limité. Mais celui qui est la cause, qui est l'origine de cette épreuve, c'est mieux que nous, tu vois. Et donc, nous, on ne peut que nous soumettre, accepter et tirer les leçons de l'épreuve. Donc aujourd'hui, quand je relativise, je me dis, ah, s'il avait toujours été là, ma vie aurait sûrement été différente. Mais clairement, aurait été différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Justement, j'allais te parler de la matrice des sports de combat, comment tu tombes dedans. Et surtout, à cette époque-là, est-ce que tu es vraiment un sportif, surtout? Parce que je sais que tu faisais du foot, comme à peu près beaucoup de gens, tu courais vite, tu plantais pas trop. Mais les sports de combat et même le sport en général, ça devient comment à l'époque? C'était mon cousin qui m'avait dit, viens essayer, il y a une salle de boxe à côté de la maison. J'ai dit, ouais, je vais essayer. J'y suis allé, j'étais avec mon maillot du PSG. C'était le maillot à l'ancienne, là, c'était un maillot marron avec des petites tours Eiffel dessus. Vuitton, ouais, c'est la collab avec Louis Vuitton. Ah, c'était une collab Louis Vuitton? C'était collab Louis Vuitton. Maillot, voilà, maillot marron avec plein de petites tours Eiffel dessus. Et avec mon short rouge, Kipsta.
Et du coup, je suis arrivé, je me suis entraîné, j'ai kiffé. J'ai kiffé, et puis j'y suis retourné. Et puis c'est comme ça que c'est né, hein. Et j'ai plus lâché depuis. Plus Qu'est-ce qui lâché. a fait que t'es tombé particulièrement amoureux de ce Ce sport-là? qui a fait que je tombe amoureux, c'est la facilité que j'avais. Et surtout l'amour que je portais à ce sport. Et bien entendu, comment dire, la facilité, l'amour et le fait que j'apprenne beaucoup de choses. C'est ça en fait. À chaque cours, j'apprenais. Chaque cours, j'arrivais à reproduire. Et vu que j'ai une bonne mémoire visuelle et une bonne capacité à reproduire ce que je vois, bah, la boxe, c'est tout bénef pour moi. C'est vraiment facile. Maintenant, je ne te dis pas que demain, je peux être tennisman. Mais, mais ouais, j'avais cette facilité dans la boxe. Franchement, c'est ça qui a fait que je continue. Justement, tu parles de facilité et même niveau aptitude, il y a un des aspects qui est indéniable te concernant et les gens l'ont vu par rapport au combat avec Jordan Zebo, c'est que tu tapes fort, mais que tu tapes vraiment fort. À cette époque-là, est-ce que c'est pendant ces premiers cours que tu as comme cet éclair ou cette petite lampe qui s'allume où tu te dis « Putain, mais je frappe plus fort que les autres » ou est-ce que c'est arrivé après et tu parles d'autres facilités quand tu m'évoques ça? Non, je me souviens pas de mon punch au début. En tout cas, ma première année, non, je me souviens juste du fait que j'apprenais vite. Ensuite, quand on faisait des petits combats à la fin, j'étais bien, j'étais plus rapide. Et chaque mois, en fait, j'arrivais à surpasser certaines personnes avec qui c'était compliqué. Du coup, non, j'aimais bien, mais pas le punch. Je mettais pas de KO. La première année, non. Je crois pas assez technique, je crois. Puis même, c'était que de l'entraînement, donc non, je me souviens pas. Deuxième année, quand j'ai commencé les combats, pareil, c'est pas la qualité qui faisait que je me disais waouh, je suis exceptionnel. C'était plus la faculté d'apprendre rapidement et de reproduire. Je pense que c'est plus quand j'ai commencé les combats amateurs, mais senior. Donc senior, on peut frapper, on peut vraiment mettre KO. C'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, je tape fort. Est-ce qu'il y a un moment particulier, une séquence où vraiment tu t'es dit que… Non, c'est plus une année. C'est une année, on va dire 4 ans, 4 ans après mes débuts. Là, j'ai enchaîné les KO. Je me suis dit, ouais, en fait, je frappe fort. Tu vois, c'est là où je me suis dit, c'est là que je me suis dit, ouais, je frappe fort. Mais au début, non. Au début, c'était plus, j'apprends vite, j'ai des aptitudes. Ça fait que 1 an, ça fait que 2 ans et je suis meilleur que des mecs qui sont à l'époque ceinture marron, tu vois. Mais sinon, non, le punch, il est venu tôt quand même, hein, parce que 4-5 ans, c'est tôt. Mais il n'est pas venu au tout début. Pour résumer ton arc un peu compétitif, entre guillemets, dans le full contact, tu t'es arrêté au champion de France amateur à 18 ans ou t'as aussi enchaîné d'autres prix à cette époque-là? À 18 ans? Ouais. En full contact. Parce que j'ai vu que tu avais été champion de France amateur à cet âge-là. Ouais. Enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait sauf champion du monde amateur. Parce que je suis monté très vite. J'ai eu un parcours atypique. En junior, j'ai fait qu'un combat. Finalement, je n'ai pas été surclassé, j'étais en senior. J'ai fait pas mal de combats amateurs, peut-être une dizaine de combats amateurs. Ensuite, je suis passé semi-professionnel. Donc en amateur, j'étais champion de France, champion régional, champion de France. J'ai pas été champion du monde ni champion d'Europe amateur. Je suis directement passé en semi-pro. En semi-professionnel, j'ai fait des… Ah si, j'ai fait champion du monde amateur, mais en kickboxing. Champion du monde amateur en kickboxing. Ensuite, je suis passé en semi-professionnel, là où j'ai fait que des combats, j'ai pas fait de titre. Et puis je suis passé pro directement. Ça allait vite en fait, même en semi-pro, j'ai pas fait beaucoup de combats, peut-être 5. Je suis passé en pro direct. Et à chaque fois, ça évoluait, c'est-à-dire au début, c'était avec casque amateur, ensuite sans casque semi-professionnel. Et on passait de 3 rounds à 5 rounds, full contact. Hein. Et puis de semi-professionnel à professionnel, on passait de 5 rounds à 12 rounds, voire 10, voire 7. Du coup, et moi c'était ma faiblesse le cardio à l'époque, parce que je mettais que des KO. Du coup, j'avais pas le temps de faire des rounds en combat, c'était que 1 round ou 2 rounds. Donc j'avais pas le temps de faire beaucoup de rounds pour avoir à réussir à développer mon cardio. Après, en évoluant en kickboxing, j'ai vite réglé ça.
Justement, t'entends parler comment du kickboxing? Parce que t'es quelqu'un qui quand même suit beaucoup l'engouement au fil de ta carrière. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu te dis qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cet art martial, et donc il y a comme un regroupement de plusieurs combattants avec potentiellement haut niveau, tu as cette envie de t'imposer au milieu de ces gens-là. En fait, il y a ça, mais il y a surtout le fait que moi, je sais que le domaine du combat, c'est mon domaine. Genre vraiment le combat. C'est-à-dire, je suis pas juste un kickboxer ou je sais pas moi, un judoka ou je ne sais quoi. Je suis vraiment un combattant. Ça veut dire, je sais que je suis le meilleur combattant. Et quand j'ai commencé par le full contact, au début, je me disais non, moi je reste dans le full contact, je change pas. Et puis j'ai vu le kickboxing, la hype que prenait le kickboxing avec le Glory. Je me suis dit, mais en vrai, il n'y a pas de différence. Tu rajoutes juste des coups de pied en dessous de la ceinture, et puis ça le fait. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais changer. Je me suis même pas dit, tiens, je vais changer. Petit à petit, ça venait en fait. Ça déteignait sur moi, si on peut dire. Et, euh, et puis le MMA, pareil, tout gagné en kickboxing. J'ai prouvé que, vas-y, personne ne pouvait me tester en kickboxing. Je vois le MMA, je vois Conor, je vois la hype que ça prend. Je me dis, mais en vrai, c'est rien ça aussi, je peux le faire. Je suis meilleur qu'eux. Surtout quand je vois leur striking. Ensuite, je me dis, la lutte, etc., le sol, en vrai, de vrai, je peux prendre, comment dire, je peux travailler les défenses et tout. Et surtout, moi, il y a un truc derrière lequel je me cache, c'est le punch. Je sais que tu peux faire ce que tu veux. Si tu prends une pastèque, tu dors. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si j'avais pas ça, je me dirais, ouais, c'est chaud. Et vraiment, ça serait chaud. Mais moi, je peux éteindre la lumière à n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, n'importe quelle ronde, ça peut dormir. Du coup, j'ai un avantage que personne n'a, tu vois. Le combat contre Jordan, là. Si j'avais pas le punch, ça aurait pas été le même combat. Ça aurait pas été pareil du tout. Mais moi, je sais que... Et ça, je lui ai dit. Tu vois, je lui ai dit, frère, regarde, tu vois, c'est bien, tu luttes, tout ça, c'est bien. C'est un peu comme ce qu'il a dit Makelele à Ronaldinho. Il a dit, bon frère, c'est bien, tu dribbles et tout, mais moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Et moi c'est ça, Jordan. Il dit, c'est bien, bon Jordan, c'est bien, tu rigoles, tu montes tes dents, t'as un bon high kick, d'accord. Il dit, moi je vais t'envoyer à l'hôpital, gros. Moi, en fait, t'as vu, il y en a, ils frappent fort. Moi je frappe trop fort. Et puis j'ai mis une gauche et il est tombé. Et pourtant je suis droitier, tu vois, donc c'est compliqué. Donc si j'avais pas ça, je serais pas aussi confiant. Donc c'est pour ça que j'ai été trop confiant, parce que je sais, gros, tu vois. Et même Abdallah, il sait. C'est-à-dire quand Abdallah, il voit des mecs qui disent, ouais, lui, je le bats. Des mecs comme Baki ou des mecs qui disent, frère, t'es prometteur, t'es bien, tes trucs. Mais tu sais pas ce que c'est de prendre une pastèque, pas d'un mec qui frappe, de Cédric Doumbé, gros. Tu sais pas ce que c'est. C'est pour ça que là, les gens, ils étaient choqués. Oh, 9 secondes, mais parce qu'ils savent pas. C'est rien, ça. C'est juste lui, il a pris une droite, un coup au bout de 9 secondes. Mais dans tous les cas, moi je savais qu'au premier round, il allait dormir. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais qu'il ne peut pas passer 5 minutes, donc un round sans prendre un coup. Et je sais que s'il prend un coup, il n'a jamais pris un coup comme ça, il va dormir. Donc moi, j'étais pas surpris de mettre KO. J'étais surpris de mettre KO au bout de 9 secondes, parce que chacal, 9 secondes, tu prends un coup, wesh, bizarre quand même. Bon, ok. Il y a déjà quand tu as la faculté comme ça aussi de pouvoir t'éteindre la lumière à toi en retour. Mais en fait, c'est ça en fait. C'est qu'il y a trop de facultés. Il n'y a pas que le punch. Là, je t'ai parlé du punch, on peut parler 1 heure sur le punch. Mais il y a le coup d'œil. Tu peux frapper fort sans coup d'œil. En vrai, de vrai, tu es un mec qui frappe fort et qui n'a pas le coup d'œil. J'ai pas une connaissance exhaustive en boxe anglaise, par exemple, mais le meilleur exemple que je peux citer, c'est par exemple Foreman. En tout cas, quand il a combattu Mohamed Ali, Foreman, c'était en mode décroché large. Il frappait hyper fort, mais c'était des crochets larges, il pouvait te casser les côtes. Mais c'était pas le boxeur avec un coup d'œil aguerri, tu vois. Du coup, Mohamed Ali s'est imposé, parce que Mohamed Ali, lui, par contre, il avait le coup d'œil. Les esquives et les contres. Moi, c'est le punch et le coup d'œil. Ça veut dire, en fait, quand je parle de ça, je me dis, ouais, en fait, je suis trop chaud. C'est compliqué. Le punch, le coup d'œil, ça veut dire que le mec en face de moi qui frappe aussi fort que moi, ben, il sera quand même diminué. Pourquoi? Parce que j'aurai les esquives. Et surtout que moi, je peux frapper dans des positions qui ne sont pas orthodoxes. C'est-à-dire, des fois, je vais te pencher comme ça, bah, je vais mettre une droite avec toute la puissance que j'ai, alors que lui, il a besoin d'être droit, bien, pour frapper. Tu vois. Ça, c'est le coup d'œil. C'est-à-dire, il va frapper, je vais esquiver, et moi, je vais réussir à contrer. Quand lui, il va déclencher, je vais contrer. J'en ai combattu des punchers, hein, des mecs qui frappaient fort, mais tu vois, c'est toujours fini de la même manière. Je me souviens, la première fois que j'ai combattu
contre un puncher, c'était Eddie Lacrosse en full contact. J'ai été surclassé, c'est-à-dire moi j'étais en semi-professionnel et je suis arrivé en tant que remplaçant dans un tournoi de pro. Donc c'était mon premier combat pro en fait. Et j'arrive et c'était Eddie Lacrosse, c'était celui qui mettait KO tout le monde. Et je te dis, il mettait KO tout le monde, que des KO, il enchaînait, que des KO, puncher à l'époque. Et donc c'était mon premier rival de toute ma carrière. Donc je l'oublierai jamais, Eddie Lacrosse. Donc il y a le punch, il y a le coup d'œil. Mais il y en a encore d'autres, tu vois, mais vas-y, on va rester d'abord sur le punch, le coup d'œil. Ce qui fait que, imbattable, tu vois. Troisième particularité, l'esprit combatif. Tu peux avoir le punch, tu peux avoir le coup d'œil, et puis si tu prends un coup, ou si tu commences à avoir mal, ou si tu commences à être fatigué, mentalement tu lâches. Sauf que moi, guerrier. Punch, coup d'œil, derrière, si tu me touches, comme ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'être touché au foie, ou d'avoir mal aux cuisses parce que le mec il frappe trop fort, ou d'avoir mal au bras parce que les kicks ils font trop mal, je vais pas lâcher, frère. Tu vois, jusqu'à ce que je tombe, que tu éteignes la lumière, jusqu'à ce que j'ai les bras en croix par terre, je lâche pas, tu vois. Et il y a longtemps, je me disais, je préfère mourir. Bon, aujourd'hui, c'est une phrase débile, tu vois, mais c'est plus un état d'esprit qu'une phrase vraiment vraie. Je préfère mourir que de perdre. C'est idiot, tu vois, mais c'est un état d'esprit en fait. C'est-à-dire, frère, il faut que tu m'arraches la tête pour que. Non, je vais jamais abandonner, tu vois. Et je préfère me réveiller à l'hôpital que de dire, vas-y, c'est trop dur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je suis. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et surtout, tu peux être comme ça sans le punch, sans le coup d'œil. Et ta force, c'est juste la détermination. Mais le mec qui a le punch, coup d'œil, plus la détermination. Waouh, je dis, frère, où et comment je peux l'avoir? C'est chaud, tu vois. Mais justement, c'est intéressant, l'esprit combatif. Est-ce que tu estimes que tu l'as déjà évalué de bout en bout? Parce que on t'a jamais fait tomber. Tu as déjà posé un genou au sol. Ouais. Mais tu n'es jamais vraiment tombé, on t'a jamais été à la lumière, tu n'as jamais dû te relever pendant un combat. Mais ça, c'est un combat, par exemple, là où j'ai mis le genou à terre, c'est là où j'ai vu il s'est révélé. Parce qu'on ne voit pas après les 2 rounds qui suivent. C'était la guerre. J'étais plus moi-même. T'as vu, j'étais plus moi-même. J'étais vraiment moi-même, on va dire. Mais j'étais plus le même qu'au premier round. Et on était content de ce combat parce qu'il a révélé le Céric Doumbé qui est poussé dans ses derniers retranchements. Et j'étais content, tu vois, parce que ça aurait pu être l'inverse, dans le sens où je me fais toucher, et après, ça y est, c'est fini. Les 2 autres rounds, je cours dans tous les sens, je me protège, j'ai peur, tu vois. Non, là, c'était en mode, ça y est, il n'y a plus de Mohamed Ali. Là, c'est que marche avant et on va se la mettre, tu vois. Et c'est ça c'est une qualité. Surtout quand tu es combattant, tu vois. Aujourd'hui, il y a un coach qui m'a dit récemment, c'est quand j'ai commencé le MMA que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas autant de baltringues dans le MMA. Enfin, les gens de l'extérieur, on se dit, ouais, le mec il fait du MMA, bonhomme, tu vois, tête dure, tête brûlée. Alors qu'il a dit, c'est quand j'ai fait le MMA que je me suis rendu compte du nombre de baltringues qu'il y a dans ce sport. Tu vois, le nombre de peureux qu'il y a dans les sports, ben, c'est dans le sport de combat. Sur quel aspect? Ouais. Sur l'aspect en combat, tu vois. Ils sont pas. Tu demandes même à Abdallah, tu demandes à n'importe qui, ceux qui ont du métier dans les sports de combat, souvent il y a ce qu'on appelle les interclubs. Ça veut dire les championnats régionaux, les championnats nationaux. Il y a plein de combattants. Mais il y a tout le monde flippe. Ils flippent tous en fait. En fait, être combattant à la salle, à l'entraînement, tout le monde peut le faire. Arrive à la salle, tu t'entraînes, c'est très bien. Mais la compétition, frère, c'est pas tout le monde qui peut assumer mentalement, psychologiquement la compétition. Même une petite compétition de rien du tout. Hein. Un championnat amateur de rien du tout. Juste ça, dans les vestiaires. Les mecs, ils se font caca dessus. Et tu vois certaines personnes qui abandonnent. Ah, je me suis blessé, ah, je peux pas, etc. Ou alors des gens, tout simplement l'adversaire, il n'est pas présent. Le mec, c'est le plus beau jour de sa vie. Genre, waouh, mon adversaire, il est pas là, il va pas le montrer. Il va faire genre, je suis dégoûté, je me suis entraîné, mais il est trop content en vrai. C'est dans ce sens-là, en fait, il y a trop de baltringues dans ce sport. En combat aussi, des mecs qui voient que l'adversaire, il est trop fort et ils vont faire exprès de perdre par soumission, par exemple, juste pour pas se faire défoncer. Plein de trucs comme ça qui font que c'est incroyable, alors que normalement, t'es un gladiateur à la base, tu vois. Tu joues ta vie.
Normalement, un gladiateur, il n'y a pas de bon, allez, je perds, j'abandonne. Tu peux pas abandonner, frère. C'est ta vie que tu joues. Mais là, les mecs, ils jouent plus leur vie. C'est du loisir. Mais moi, j'estime que si tu fais du loisir, il ne faut pas que tu fasses de la compète. Tu vas te ridiculiser. Et tu desserres au sport. Il devrait y avoir que des bonhommes dans ce sport, tu vois. Mais bon. On n'a pas assez parlé du kickboxing parce que c'est quand même, pour l'instant, le moment fort de ta carrière. Enfin, en tout cas, celui où tu vas engranger le plus de titres. Par quel biais tu deviens cette machine de guerre qui va finir par avoir 7 titres au Glory? C'est quoi le chemin de Cédric Doumbé pour finir par devenir le champion que le Glory a connu? Ah, le chemin, là, il a été aléatoire. C'est vraiment que du poker. C'était la roulette. Parce qu'au début, je me sépare de mon coach à Angoulême parce qu'il n'a pas eu un bon comportement avec moi. Du coup, on s'est séparés. Je bricolais, j'allais m'entraîner un peu à gauche à droite, des entraîneurs qui m'accueillaient. Je faisais mes propres entraînements et je combattais quand même. Et je gagnais quand même. Donc c'était que du bricolage, j'avais pas de coach. Puis à un moment, on me dit, mais va en Hollande, c'est là-bas qu'il y a les meilleurs kickboxers, va en Hollande. Du coup, j'envoie un mail. Au début, ça passe pas trop, j'envoie une vidéo de moi. Et on me dit, bon, allez, viens. J'arrive, je dors chez le coach, sur son canapé. Un peu le même canapé que celui-là en plus. Je dors sur son canapé, juste au-dessus de la salle. Et en parallèle, j'étais surveillant. Du coup, à chaque vacances scolaires, boum, je prenais mon billet. Donc j'avais quoi, 2 semaines à chaque fois. Je prenais mon billet, j'allais m'entraîner, je revenais, c'était que ça. J'allais à Amsterdam et je me souviendrai toujours, parce que j'arrivais avec mon sac comme ça à la gare d'Amsterdam. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'était incroyable. J'arrivais, je croisais des étrangers qui étaient là que pour l'entraînement, quoi. Et c'était des belles années quand même, tu vois, parce que c'est là où tu t'es dédicacé à ce que t'aimes et tu fais des trucs de fou, par amour pour cette chose-là. Et je voyageais, je prenais le train pour aller m'entraîner. Alors que tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas sportif, il va dire ah, laisse-moi aller faire des business, ou m'entraîner, je vais prendre l'avion, des trucs. Et moi, c'était ce que j'aimais, donc et j'étais bon. Du coup, pour moi, ça avait tout son sens de faire ça. Et je voyais tous ces combattants que je voyais souvent à la télé sur Combat Sport, je les voyais en vrai. Pour moi, c'était terrible. J'étais comme un gosse. Et puis, il y a eu la période Kader Marouf. Donc, période à Amsterdam, période Kader Marouf, c'était la même chose. Tu vois. Au même moment où je combattais, pareil, tout seul, sans coach, je combattais dans des grosses cartes. Donc là, pareil, tournoi à Casino Partouche, je gagnais tous les tournois. C'est là où j'ai commencé à me faire connaître à l'échelle nationale. Et les gens, je disais, ah ouais, Doumbé, le nom, il revenait tout le temps. Et je marquais les esprits avec le trash talk, où les gens, ils adhéraient pas, mais avec moi qui faisais ça. Le trash talk avec mes entrées où j'arrivais en dansant. Et mes KO. Et puis mes déclarations. Donc j'ai combattu comme ça à l'échelle mondiale moi j'étais un petit, avec des gros noms, et je commençais à découvrir un peu. Avant que je me parle même de ton entrée au Glory, parce que tes débuts sont grave intéressants et un peu improbables, j'ai tiqué sur le problème avec le coach. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de coach. Tu navigues seul. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton premier coach pour que ça s'arrête? Il y a premier coach et formateur. Moi, mon formateur, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai commencé la boxe, lui, il a dû arrêter. Je suis toujours en bon terme avec lui, j'ai plus trop de nouvelles, mais c'est éternellement reconnaissant. Il s'appelle Serge. Sergio, on l'appelait. Donc c'est lui qui m'a appris à mettre des coups de poing, des coups de pied, etc. Et du coup, c'est lui qui m'a dit, tiens, va dans cette salle. C'est là où j'ai eu donc, mon premier, on va dire, premier coach. Va dans cette salle, tu verras, ça va. Il n'y a pas le choix, il n'y avait que 2 salles à l'époque. À la base, ce n'était qu'une salle. Mais il y a toujours ce truc-là où, au début, il y a une salle, après, il y a 2-3 élèves qui vont ouvrir leur club et ça fait des problèmes. C'est ce qui s'était passé. Sauf que Serge, lui, vu qu'il a un problème avec personne, il m'a dit, va là-bas. Et je vais pas c'est pas parce qu'il y a une rivalité que je vais te dire, je vais te bloquer en fait. Tu as un potentiel talent, tu as de l'avenir, tu seras champion du monde. Du coup, je suis allé chez la salle rivale. Et finalement, c'était terrible parce que il y avait dans cette salle ce qui m'avait toujours manqué, c'est-à-dire des coéquipiers. Moi, dans la première salle, j'étais le seul compétiteur. Du coup, quand j'allais en compétition, j'étais seul avec le coach. Et ce qui me manquait un peu, c'était cette ambiance sport collectif. J'ai eu une team pour la première fois. Puis, je sais pas, au bout de 2 ans ou 3 ans,
il y avait de moins en moins de compétiteurs, parce que les mecs, ils arrêtaient, les mecs, ils perdaient. Et au final, je me suis retrouvé, encore une fois, seul. Bon, on était deux, mais sinon, j'étais toujours seul. Et puis, il y a eu un clash avec le coach. En fait, le coach a commencé à prendre la grosse tête. Il avait Cédric Doumbé dans son écurie. Bon, n'importe qui, j'avoue, ça peut faire prendre la grosse tête. Il avait Cédric Doumbé dans son écurie. Et au bout d'un moment, à force de gagner, je sais pas, il a gonflé, tu vois. Il a gonflé, il faisait le manager, le dunking. Et je me souviendrai toujours, c'était une compétition où il m'a mal parlé. Il m'a mal parlé, je me souviens, j'avais fait un combat. Et en fait, c'était un coach, il n'était pas très compétent. Il n'est pas très compétent de par les… Quand je dis compétent, je parle en tant que puriste. C'est-à-dire, il va te montrer comment faire un coup de poing, comment faire un coup de pied, mais le kickboxing, il ne connaissait pas. Mais moi, je restais là-bas parce que pour moi, c'était la famille. Tu vois, on était ensemble, on a grandi ensemble, on reste ensemble, tu vois, et on va y arriver. Mais il ne m'apprenait pas grand-chose. Tu vois, par contre, c'était un bon préparateur physique. C'est-à-dire qu'on allait sur la piste, on courait, bon, là, il n'y a rien de bien compliqué. Mais voilà, en termes de boxe, de kickboxing, il ne m'apprenait rien. Mais je restais quand même là-bas. Même en termes de full contact, je restais quand même là-bas. Et puis un jour, je me souviens, donc lui, dans le coin, en compétition, vu qu'il ne connaît pas, il se laisse submerger par les émotions. C'est-à-dire, il va être trop excité, il va crier, il va truc. Alors, il n'y a pas comment on appelle ça? Il n'y a pas de coaching technique. C'est pas technique, c'est que sur l'émotion en fait. C'est que des encouragements, voilà. Et je me souviens un jour, on a fait un combat, je gagne, et j'aurais toujours cette image où il va récupérer le chèque, l'argent, il le garde, et je lui dis alors, le combat, il dit mais non, t'as fait de la merde. Et ça m'a tué. C'est son seul retour, c'était ça. Ouais, c'est ce dont je me souviendrai toujours, c'est le t'as fait de la merde. Tu vois, alors que j'avais gagné, bon, comment dire, il n'y a pas de lien, hein, si tu peux faire de la merde et gagner. Mais il m'a dit t'as fait de la merde, mot pour mot. Et moi, ça m'a mis une droite. Et alors que j'arrivais en mode content, tu vois, alors on débrief, tu vois, t'as fait de la merde. Et j'avais cette image de t'as fait de la merde, et lui avec le chèque dans la poche, en mode t'as rien fait, c'est moi qui prends les patates, tu prends le chèque et tu te permets de dire j'ai fait de la merde. Et du coup, c'est pas passé, tu vois. On a eu une discussion et le ton il est monté. De son côté, d'ailleurs même, le ton est monté, parce que moi j'ai toujours été respectueux. J'ai toujours ce truc que j'ai gardé du Cameroun où le professeur, il faut avoir un respect immense envers le professeur. Tu peux pas hausser le ton, tu peux pas toujours t'abaisses ton aile et t'es toujours t'es soumis quoi. T'as une forme de soumission, une forme d'humilité envers le supérieur hiérarchique. Là en l'occurrence c'était le cas, tu vois. Donc moi jamais j'aurais haussé le ton. Donc je me suis séparé de lui et je me suis retrouvé tout seul. Du coup j'étais un peu à gauche à droite, je m'entraînais, j'allais à Saintes m'entraîner, c'est une ville à côté à quoi 50 minutes. J'allais à Limoges, tu vois, il y a tous ces coachs là qui m'ont toujours aidé, tu vois. Il y a Brahim Anafi à Saintes, il y a Wilfried Martin à Limoges. Il y avait Fabrice aussi, un boxe thaïlandaise qui m'a aidé au début. Et même ces médias, là, France 3 Poitou-Charentes, ils ont toujours été là et m'ont aidé. Et il y a surtout Jamel Mokedem. Du coup, finalement, j'ai toujours gardé les bons rapports avec Jamel, qui était le deuxième coach. Finalement, j'ai bien fait, tu vois. Parce qu'en plus, je me souviens, il y a une anecdote où on m'appelle pour le Glory. On m'appelle pour le Glory et on me dit, oui, tu t'es séparé de ton ancien coach? Je dis, ouais, je suis pas avec lui. Ah ouais, il t'aime pas beaucoup, hein. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que je l'ai appelé pour te faire combattre. Il m'a dit, non, faut pas le prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, je me suis dit, incroyable. Et non, faut pas le prendre, il mérite pas de combattre au Glory, etc. Je dis, incroyable. Et moi, d'un côté, j'étais deg, et d'un côté, j'étais soulagé, parce qu'il m'a rappelé quand même, tu vois, il avait besoin d'un combattant, donc tu peux lui dire ce que tu veux, moi j'ai besoin d'un mec qui combatte, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah ouais, l'enfoiré quand même, tu vois. Et ça a été une de mes motivations pour tout gagner, et pour lui prouver aussi, tu vois. Du coup, quand je me souviendrai, quand j'ai pris ma première ceinture au Glory, je lui ai envoyé un message direct sur Facebook, j'ai envoyé un message, plus la photo avec la ceinture, si tu veux qu'il te dise. Il m'a répondu, oui, je suis content pour toi, c'est bien, c'est ça, ouais. T'es content pour moi, c'est pour ça que tu voulais pas que je sois là. Du coup, ça a été une de mes motivations et là, ça m'a encore plus rassuré. Et le fait de ne jamais avoir de coach fixe, c'est lié indirectement à ça ou ça n'a rien à voir? Non, c'est pas lié à ça, c'est juste que dans ma vie, j'ai rencontré des mecs. En fait, tu gères de l'humain aussi. Tu vois, quand tu as un coach, c'est beaucoup à l'affectif. Tu vois, c'est presque comme un mariage. C'est pour ça que je suis pas resté dans la salle dont il ne faut pas citer le nom.
On l'acceptera plus tard. Voilà, c'est pour ça que je suis pas resté là-bas, tu vois, parce que un coach, c'est comme un tonton, c'est comme un frère, c'est comme un père, tu vois. Je veux dire, tu peux pas t'affilier comme ça avec n'importe qui. Tu vois, même si ça reste purement professionnel, quand même, un coach, il sait tout, tu vois. Il connaît ton épouse, il connaît tes parents, tu vois ce que je veux dire, il connaît plein de trucs de ta vie, tu vois. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un de la famille. Et tu peux pas intégrer n'importe qui dans ta famille. Donc c'est pour ça que moi, j'ai jamais accroché avec des coachs. Avant, tu vois, j'ai jamais accroché. Et à chaque fois, je venais et je prenais un peu de savoir et puis je partais. Et je laissais pas croire au coach qu'on était mariés. Tu vois, à chaque fois, il y avait je peux m'entraîner n'importe où, tu vois, je suis pas, tu vois. Comme là, quand je suis arrivé en Irlande, je me suis entraîné, mais oui, on est ensemble, mais je suis tout seul, moi, je suis marié avec personne. Donc, est-ce que c'est ça indirectement qui a fait que je développe cet esprit de nomade? Sûrement. J'en reviens au Glory, parce que tu l'as évoqué. Comment se passent tes débuts au Glory et plus particulièrement ton tout premier combat? Premier combat Glory, j'arrive, remplacement, on m'appelle, je suis aux toilettes, mon téléphone il sonne, je réponds. Je me souviens déjà avant ce combat-là, sur Facebook, il y avait le Glory 6 à Istanbul. C'était Karim Gadji contre Nicky Özkan. Karim Gadji fait un gros combat, il gagne presque le combat et au final, il se fait pas éteindre, mais il se prend un coup de genou à l'extra-ronde qui lui ouvre l'arcade et il perd comme ça par blessure. Gros combat, Nicky Özkan incroyable, Karim Gadji incroyable. Je me dis, wow, le niveau il est élevé, c'est ma catégorie, dinguerie. Et à cette époque-là, c'était Glory 6. Et je me dis, ah ouais, il faut que je sois au Glory. Et à chaque fois sur Facebook, je mettais hashtag Glory22. Parce que je me disais, vas-y, le temps que je sois connu, je pense que ce sera Glory22, ils m'appelleront je ferai le Glory22. Et puis un jour, je vois, ça passe, Glory 10, 12, 15, 16, c'est enchaînant. En plus, je crois que c'était tous les 3 mois un Glory. Ou tous les 2 mois, je sais plus, mais en tout cas, ça enchaînait. Et là, je vois Glory 19. Et là, je dis, wow, vas-y, c'est mort. Et j'avais toujours ces hashtags copier-coller, tu vois. Dès que je faisais une publication, je mettais même hashtag Glory22, etc. Et puis, je vois Glory22 pour la première fois en France, à Lille, et affiche Karim Gadji contre Yohan Kongolo. Je me dis, ah bon, bah. De toute façon, il y avait très peu de chances qu'on m'appelle. Genre, c'était vraiment. C'était lunaire un peu, c'était le hasard, donc forcément, j'y croyais pas trop, moi non plus. Et puis je me dis, bon, en plus c'est en France, incroyable. Pour que le Glory 22 il tombe en France première fois, je me dis là, par contre, là j'ai fait fort, tu vois. Puis j'ai un moment, je suis aux toilettes comme ça, on m'appelle, téléphone il sonne, je décroche. Oui, allô, Cédric, c'est Alan, est-ce que ça t'intéresse de boxer au Glory? Là je me dis, oui, c'est un truc de fou. Et c'est là où il me dit, oui, ton coach, était plus avec lui, etc., il t'aime pas trop, etc. C'est la première fois au Glory, incroyable. Je lui dis, mais bien sûr, ça m'intéresse. Et du coup, voilà, Karim, il est blessé, il faut que tu remplaces. Je lui dis direct. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Cédric Doumbé remplace Karim Gadji, il combat contre Yohan Kongolo au Glory, à Lille. Incroyable. Donc c'est comme ça que je fais mon entrée au Glory. Pour un one-shot, parce que j'étais remplaçant, je fais le combat, je le perds de justesse au point. Moi, j'estime que j'ai gagné, mais bon, c'est des règles différentes au Glory, je sais pas. Bon, bref. Je perds le combat au point. Finalement, on ne me rappelle pas. Et puis plus tard dans la saison, il y a le Glory Paris, à Bercy. Et là, on me dit, on me propose un combat, un contrat contre le numéro 2 du Glory. Voilà, premier combat, premier contrat, numéro 2 du Glory, combat de ouf. J'accepte, normal, tu vois, la base. Donc trash talk, tout ça, cinéma, etc., pesé, face à face, insultes et tout. Et je gagne le combat au point. Et je bats le numéro 2 du Glory. Incroyable. Incroyable. C'était mon deuxième combat au Glory. Et puis quelques mois après, décembre, enfin un peu avant décembre, on m'appelle, on me dit ouais, est-ce que tu veux boxer pour la ceinture? Troisième combat au Glory. Et je combats le champion direct. C'est comme ça que c'est parti. Hein. J'arrive dans cette salle hostile, que des supporters hollandais et d'autres Marocains qui sont venus pour battre. Finalement, je fais premier round. Je commence le deuxième round et là, il y a tout le public marocain qui est avec moi.
Et finalement, je gagne. Je bats Nicky Oscan au point, chose improbable. Hein. Encore, tu me dis par KO, mauvais coup, il prend un mauvais coup, il tombe, bon, ça peut arriver. Et je le bats au point, c'est-à-dire en fait, je le surclasse. Et là, après, ils m'ont envoyé que des têtes à abattre. J'ai pris que des tueurs. Ils m'ont envoyé Congolo pour me prendre la ceinture, je l'ai battu. Murtel pour prendre la ceinture. Ils m'ont envoyé que des tueurs derrière. Et puis, j'ai défendu ma ceinture sans cesse, sans cesse. Et j'ai écrit mon nom au Glory. Et maintenant, quand t'es en Glory, Doumbé, il n'y a personne qui a réussi à prendre cette ceinture. En France, en tout cas. C'était combat les plus durs ou pas celui-là? Combat le plus dur? Non, en vrai, j'arrive pas à citer un combat le plus dur. Pour moi, c'est toujours la même chose, toujours la même merde. Toujours le même truc, t'arrives, c'est compliqué. Il y a des combats faciles où t'arrives, boum, bah, c'est beau, un combat, enfin facile. Parce qu'en vrai, le combat, pour moi, c'est toute la prépa qu'il y a derrière, etc. Mais on va dire, dans le ring ou dans la cage, ouais, quand t'arrives, boum, 9 secondes, tu dis, waouh, belle opération, tout bénef. Et quand t'arrives, tu fais tous tes rounds, t'es mort, tu ressors avec des blessures, ouais, là, un combat difficile. Mais le combat le plus difficile, non, je dirais pas que c'est pas... Je dirais même pas que c'est au Glory, tu vois. J'avais combattu un mec qui s'appelle Vedat Oduc, un Turc, c'était au Partouche. Et je me souviens, c'était sur 3 rounds, c'est la finale d'un tournoi. Et donc j'avais fait un combat juste avant, genre 1 heure avant, j'avais combattu. Et là, c'était le deuxième combat de la soirée que je faisais. J'avais pris plein de kicks dans les bras et j'avais hyper mal. À chaque fois qu'il me mettait un kick, je bloquais, j'avais hyper mal. Et je reviens dans le coin au deuxième round, à la fin du deuxième, et je dis ouais, je peux plus mettre de coups de pied. Même moi, quand je mettais des kicks, il bloquait, j'avais mal partout, tu vois. Du coup, j'ai dit je peux plus mettre de coups de pied, je peux plus me bloquer. Et il me dit bah tu fais que de l'anglaise, que les points. Du coup, j'arrive, troisième round, je fais que les points. Et à un moment, je crois, il me dit gauche, gauche, droite dans le combat. Et là, je fais exactement la même chose, gauche, gauche, droite. Et bah, je le touche, le mec. Incroyable. Et là, je les démarre. Marche avant, Mike Tyson. Boum, boum. Et là, je le mets KO. Par terre, il tombe. L'arbitre, il compte jusqu'à 10, il récupère pas. Incroyable. Ça, pour moi, c'était un des combats les plus durs parce que je perdais, en fait. Tu vois, les 2 rounds là, je les perdais et j'avais pas de solution, tu vois. Je voyais le combat partir et je lui dis voilà, je peux plus mettre de coups de pied, je peux plus. Et là, j'ai commencé à mettre en place une stratégie. Il m'a dit ok, on fait que de l'anglaise. Et j'ai écouté, tu vois, parce que tu veux gagner, donc tu écoutes le coach. Et finalement, ça a payé. Incroyable. Donc ça, c'est un combat dur pour moi. Parce que je voyais le combat s'échapper, le mec il était déter en face. Compliqué. Et finalement, j'ai battu par KO. Là, tu savoures. C'est-à-dire, même les douleurs d'après-combat, t'es content en fait, parce que t'as charbonné pour l'avoir. Après, au Glory, tout ça, c'était des combats difficiles, mais non, j'ai jamais eu vraiment de combat hyper difficile au Glory. Le trash talk, il a toujours été là parce que ça fait partie de moi en fait. C'est pas quelque chose que j'ai pris pour le mettre dans ma préparation, pour le mettre dans mon jeu, pour le mettre dans mon tempérament en fait. Ça a toujours été là, même quand j'avais pas d'audience avant. J'ai toujours charrié mes adversaires, j'ai toujours pris du plaisir en rigolant, j'ai toujours évacué la pression en faisant rire. Donc là aujourd'hui, c'est juste que j'ai une tribune et surtout un public qui est beaucoup plus important. Donc forcément, on se dit waouh, incroyable ce qu'il fait, mais c'est juste que je faisais ça depuis longtemps. Depuis le début, je fais ça. J'ai jamais tué quelqu'un de ma vie. J'ai pas envie de commencer demain. Mais je vais être obligé. Je suis obligé. Une fois, tu comprends pas. 2 fois, tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est juste que là, les gens voient. Et bien sûr, les moyens sont plus importants. Avant, je venais pas avec des matelas. Avant, je jetais des survêtes. Je faisais des montages. Même Nicky Oscan, au début, j'ai fait un petit montage. Et plus ça évolue, plus les moyens augmentent et plus je peux montrer ce que je sais faire. Mais sinon, depuis le début, c'est vraiment depuis le début, les premiers combats, j'étais dans ça déjà. Juste quand j'arrive en dansant, c'est du trash talk un peu, tu vois. Les gens disent il est fou, c'est du show en fait pour moi. Et quand à la fin, j'avais tout le temps ma petite signature, à la fin, quand j'arrivais à un combat, je venais avec mes CD. Je dis bon, ça c'est la musique d'entrée. Et je dis ouais, ça c'est la musique quand je gagne. Et je me souviendrai toujours, les DJ me disent oui, mais si tu perds. Je dis non, non, t'inquiète, je perds pas. Je lui dis voilà, donc ça tu mets ça quand j'arrive, et quand je gagne, tu mets celle-là, et je vais danser. Il me dit d'accord. Il me dit mais si tu perds, jamais. Je dis t'inquiète, je vais gagner.
Et il rigolait à chaque fois. Et à chaque fois, je gagnais. À chaque fois, je gagnais et tout. Et du coup, ça, c'est du show aussi. Mais ça a toujours été là, tu vois. À la fin, pareil, quand je prends le micro et que je parle et je pars en sketch, ça, c'est depuis le début, tu vois. Aujourd'hui, je le fais encore. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, il y a plus de moyens. Les réseaux sociaux, ça a plus d'impact. Et on peut faire plein de choses, des placements de produits. On peut jouer un peu avec le public. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah tiens, je vais faire du trash talk. Ça a toujours été là. Et ça t'a pas fait chier de te faire connaître, c'est même pas une question, c'est un constat, de te faire connaître plus par ton côté trash talker que par le côté combattant? Non, parce que ça va te perdre. Ça va te perdre, parce que si tu me connais par mon côté trash talk, forcément tu vas regarder ce que je fais. Et en fait, le côté combattant va venir mettre c'est la cerise sur le gâteau en fait. C'est comme à l'image du combat qui s'est passé là. Pendant 2 mois, je suis en mode Jordan, t'es mort, Jordan ceci, Jordan cela. Les gens ils se disent mais il a pas intérêt de perdre, il a pas intérêt de perdre, il a pas intérêt. Je dis je suis le meilleur, je suis le meilleur. Ça hype le truc à fond. Tout le monde se dit mais il a pas intérêt de perdre. Et j'arrive, bah, KO 9 secondes. Bon, en fait, il est chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, il parle beaucoup ce mec, vas-y, on va regarder. Et j'arrive, bah, KO. En fait, il est vraiment fort. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est pareil, quand on entend parler de moi, on dit Doumbé, ouais, celui qui parle là, qui a fait Bouscapé, celui qui a dit ça, Tony Yoka, il a dit ça, ça, ça. Ouais, mais il parle beaucoup, lui, là, boum, 9 secondes, tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où la fanbase, elle a augmenté. Parce qu'il y en a, ils se disaient, non, mais il est chaud, vous connaissez pas kickboxing. Et il y a les haters qui disent, ouais, mais là, c'est pas du kickboxing. Ok. Il dit, ouais, Zebo, tu vas voir, gros test. Ah, ok. KO 9 secondes. Ce qui est intéressant, c'est par rapport un peu à la perception du public. Je trouve ça intéressant parce que le combat contre Jordan Zebo, il avait un peu cette aura de pouvoir potentiellement reset tout ce que tu avais fait jusqu'à présent. Et je trouvais ça intéressant parce que dès qu'on t'en parlait et qu'on disait plus gros combat de ta carrière, toi, tu faisais les gros yeux parce que forcément, d'un point de vue sportif, tu voyais pas de compétitivité. Mais est-ce que tu n'avais pas l'impression que, dans tous les cas, si tu perdais, ça pouvait potentiellement annihiler tout ce que tu avais fait juste avant et que les gens allaient s'arrêter à cette défaite-là? Non, 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 non. Ça allait être une grosse claque. L'enjeu était ouf. Ça allait être une grosse claque. Mais annihiler tout ce que j'ai fait avant, non. Peut-être aux yeux des profanes, ouais. Mais les puristes savent que bon, une défaite, ça peut arriver. Hein. Et que ça ne remet pas en cause qui tu es. José Aldo qui perd contre McGregor en 13 secondes, ça ne remet pas en cause toute la carrière de José Aldo. Donc ça peut arriver. Ça aurait pu arriver. Enfin non, ça aurait pas pu arriver. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais en aucun cas, ça ne remettra en cause toute la carrière. Après, tu sais, c'est le public. Hein. Le public dit tout n'importe quoi. Moi, ça m'arrange. Tu sais, c'est un combat facile, la planète entière pense que c'est un combat de ouf. Tout bénef. C'est-à-dire quand je vais gagner, ils vont se dire mais il est trop chaud ce mec, il a battu un mec à bas. Ok, ouais, d'accord. Alors que moi je sais, un combat de ouf, difficile pour moi, ce serait un combat contre Hamzat, un combat contre Ousmane, contre Léon Edwards. Ça, ce sont des combats difficiles. Mais le reste, c'est facile. Aujourd'hui, on parle de Baki ou je sais pas quoi. Ils sont fous, les gens, tu vois. Ils sont vraiment fous parce que. En fait, parfois, je vais parler, on va croire que c'est du trash talk. Alors que moi, je dis juste la vérité, tu vois. Et quand je dis que ce mec, il a pas le niveau et que vous l'envoyez à l'abattoir, en fait. Comme Jordan, la même chose. Moi, quand je dis quelque chose, il faut m'écouter. Je dis pas des choses comme ça pour le plaisir. Et je dis pas des choses que je ne pense pas. Sinon, ce serait compliqué. Hein, si je pense pas que je bats un tel et que j'arrive au combat et c'est la désillusion, c'est moi qui perds. Tu vois. Mais quand je dis, écoutez, lui, je vais le fouetter, c'est que je vais le fouetter. Sinon, je dis rien. Mais sinon, j'accepte pas le combat, tout simplement. Mais c'est ça, en vrai, qui crée l'engouement, parce que c'est le fait de parler, de dire, en vrai, par exemple, je prends un gars comme Baki, selon toi, tu t'estimes que tu le bats facilement, c'est le fait de le dire comme ça, et lui, de son côté, d'avoir peut-être l'ego, ou même en fait, le fait d'être un combattant, de ne pas se laisser faire, de répondre en retour, et c'est après le public qui s'en charge, alors qu'en vrai de vrai, peut-être que de prime abord, il n'y a même pas de match. Non, il n'y a pas de match, vraiment pas de match. Mais quand en fait, lui, peut-être si les adversaires en général, pour ne pas parler de lui, tu vois, Jordan, tout ça, oui, je pense que je le bats.
Mais sur quoi tu te bases? Tu vois, c'est ça le truc. Parce que moi, j'aime bien être assez cartésien. On dit, on est mathématique. Vas-y, tu te bases sur quoi pour dire que tu le bats? Vas-y, cite-moi tes atouts. Tu vois, qu'on voit, tu vois. Ouais, la lutte. D'accord. Non, c'est vrai, d'accord, la lutte. Bon, lui, il a une bonne défense de lutte. Comment tu fais? Ah, tu vois, plus rien, tu vois. C'est ça le truc. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Bah attends, chez toi. Le punch. Ah ouais. Le coup d'œil. Ah ouais. La détermination. Ah ouais. Le trash talk. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, c'est pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, tu peux pas assumer, tu vois, c'est trop. L'expérience. Ah ouais. Tu vois, ça fait beaucoup, tu vois. Et tout ça, tu viens, tu prends ça, tu peux pas assumer. Donc c'est pour ça, moi, je savais que Jordan, c'était pas possible. Je sais que Beisangour, c'est pas possible. Et c'est vrai, quand je te dis combat difficile, lui, Khamzat, oui, parce que Khamzat, naturellement, il est une lutte, tu peux pas rattraper. Et il a aussi de l'expérience. Mais par contre, Khamzat, s'il prend ma patate, il peut pas tenir. Tu vois, c'est ça le truc. Donc moi, j'ai ça quand même. J'ai l'expérience, j'ai la patate. C'est pour ça que je sais que derrière, moi, je vais assurer. Mais les gens ne savent pas parce que les gens ne sont pas à ma place, ils ne sont pas dans ma peau, donc ils n'ont pas confiance. Ils ne voient que là du divertissement, du trash talk, alors que non, moi, je suis très sérieux. Derrière, je m'entraîne pour. Là, on parle d'MMA depuis tout à l'heure, c'est le troisième virage un peu de ta carrière. Tu commences cette pratique à partir de 2021 en signant tes premiers contrats avec des organisations, mais tu commences à t'y intéresser bien avant. Comment tu t'intéresses au MMA et à quelle période exactement? Je m'entraînais sur MMA un peu pendant l'ère Connor. Tu vois, un peu pendant l'ère Connor, je commence un peu à m'intéresser. Et puis, je crois que c'est quoi, 2018, 2019? Tu commences à me dire, bon, il faudrait qu'on fasse des combats en MMA, qu'on fasse la transition. En vrai, là, on a tout gagné. Bon, vas-y, on va faire la transition. Donc là, je commence un peu. Je suis même allé d'ailleurs dans la salle, dont il ne faut pas citer le nom, pour m'entraîner un peu. J'ai commencé, mais j'étais quand même dans mon kickboxing. Tu vois, je défendais quand même ma ceinture. Pas vraiment, comment dire, j'ai pas vraiment franchi le cap. Mais c'était dans ma tête. C'est-à-dire, j'avais mis un petit pied. Je me suis dit, il faut qu'on fasse la transition. Et puis, c'est quoi? Ouais, c'est 2021, faire mon premier combat. Même en 2021, j'avais pas vraiment d'entraînement, si ce n'est entraînement de grappling. J'étais juste entraîné en grappling. J'avais jamais fait d'entraînement de MMA en fait. J'avais jamais fait de préparation. J'avais rien dans les pattes MMA. Après, je me disais, ouais, c'est dans un ring. Donc c'est pas pareil. Tu vois, MMA dans un ring, c'est pas du vrai MMA. Tu vois. Parce que la cage, ça change tout. Du coup, c'est pour ça qu'on y allait un peu à l'arrache, encore une fois. Et puis, il y a eu le deuxième combat où on a commencé un peu à préparer. On va dire, j'ai commencé le MMA quand je suis allé en Irlande. Donc, je sais plus, c'est quand je préparais, quand je préparais Title Shine, MMA GP. Et c'est là où j'ai compris ce que c'était le MMA. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud en fait. Je me suis dit, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Parce que mon corps il ressentait des douleurs, des trucs, des muscles que j'avais jamais sentis avant. Je ressentais des trucs de fou. Et je me suis dit, c'est dur en fait. Tu vois. Et c'est pour la première fois, c'est là où j'allais en compète. Et j'étais pas à 100%. C'est-à-dire, je savais que j'avais des lacunes dans tel ou tel domaine. Alors qu'au kickboxing, j'arrive, je sais que je suis au top en fait. Tu vois. Si ce n'est une erreur, je peux pas perdre. Là, j'arrivais, je me disais, bon, faut pas qu'on me prenne le dos. Il faut pas qu'on me prenne une jambe, faut pas qu'on me coince là. Il y a trop de zones où je me disais, ouais, en fait, c'est chaud. Là, aujourd'hui, la liste, elle s'est raccourcie. Mais, tu vois, demain, je tombe contre un Khabib, il faut pas que j'aille au sol. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est cette phase-là qui me saoule. Contrairement à un Saladin, lui, t'arrives, il n'y a pas de faut pas que j'aille au sol. Moi, n'importe où on va, tu vois. Et il a ça parce qu'il a commencé par le MMA. Du coup, le MMA, pour lui, c'est un tableau, il peut aller n'importe où. Alors que moi, je suis arrivé avec juste un bagage, kickboxing, coup d'œil, tout ça, expérience. Et j'arrive et je bricole, j'essaye de m'améliorer dans des domaines où j'ai des lacunes. Mais à part ça, non, je suis confiant, tu vois. Le MMA, c'est quelque chose que j'aime. Au-delà du MMA, j'aime bien la phase de lutte. Tu vois, c'est un sport que même après ma carrière, je continuerai parce que j'aime vraiment ça. Donc quand j'aime ça, j'apprends.
et j'apprends vite. Tu as parlé de la salle dont il ne faut pas prononcer le nom. Donc tu parles de MMA Factory. J'ai rien dit. Je le dis pour toi. C'est une thématique qui te suit à la trace depuis longtemps, surtout en ce moment. On a eu Fernand Lopez en interview dans ce format-là. On a parlé de toi. Il nous a rien dit de spécial. Ah, c'est dans la cage, dans le ring là. Exactement. Ah, ouais, okay. Dans le ring, ouais. Si tu n'as pas cette mentalité, tu te suicides. Exactement. Là, pour le coup, j'ai envie de te laisser parler parce qu'on a entendu beaucoup de choses vous concernant, mais on a rarement entendu les principaux concernés parler de cette fameuse affaire. Explique-moi ce qui s'est passé avec Fernand Lopez, en prenant bien évidemment en compte tous les éléments qu'on a eus à travers les semaines, à travers les derniers mois, de votre première collaboration jusqu'aux premières sources de ce conflit actuel. Non, comment expliquer en rapide pour pas trop entrer dans les détails, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi, il y a plein de choses que je peux dire sur ma chaîne YouTube pour que ça ralasse. Donc en rapide, j'arrive dans la salle de Fernand. À l'époque, tu veux faire du MMA, MMA Factory, la base à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces autres salles qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas tous ces autres contacts qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, on te dit, tu sais que tu vas aller à l'UFC, tu veux faire du MMA, c'est MMA Factory. Voilà. Moi, Shaiki était camerounais, pour moi, terrible. Tu vois, j'arrive, non seulement c'était la meilleure salle en France, c'était un Camerounais, je me dis terrible, tu vois, on va bien s'entendre. Du coup, j'arrive avec un manager qui s'appelle Franck, à l'époque. Donc c'est Franck qui fait le lien entre Fernand et moi, on arrive. Bon, celui qui a eu l'idée, c'est Abdullah, il m'a dit, tu vois, MMA Factory, la base, tu vois. Donc j'arrive avec Franck, etc. J'arrive à la salle, donc lui, hyper content, Fernand, tu vois, Cyril Dombé qui vient dans ma salle, terrible, champion du monde, champion du Glory, et il vient dans la salle, terrible. Déjà, au bout de 2-3 jours, bon, 2-3 jours, j'abuse, au bout d'une semaine, je vois, il y a une affiche, un poster de moi dans la salle. Oh, c'est bizarre un peu l'ambiance. J'arrive, ça fait même pas une semaine, 2 semaines, je suis là. Affiche, poster de moi avec photo, ceinture Glory. Je me dis, bon, c'est gentil. Je vois, je suis à côté de Francis, à côté des mecs qui sont là depuis longtemps, tu vois. J'étais un peu mal à l'aise, tu vois, parce que moi, à la base, je suis humble, tu vois. J'aime pas arriver dans une salle et que tout le monde me parle, tout le monde me montre du doigt, etc. C'est bon, on sait qui je suis, tu vois. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Et là, il y a une photo de moi. Bon, là, je me dis bizarre, mais je suis pas bête. Je sais que, t'as vu, je suis pas bête. Il y a un côté reconnaissance, genre c'est le champion. Il y a un côté, j'essaye de t'amadouer aussi. Mais vas-y, moi, l'une de mes particularités, c'est que tu me dis ce que tu veux, je suis là, je te souris devant toi, mais dans la tête, je sais. Donc, pour l'instant, rien, tu vois. Je me dis, bon, rien de méchant, ok, on garde le bon soupçon quand même. Et puis, moi, avant, je m'entraînais aussi dans d'autres salles à côté. Genre, tu sais, des sortes de salles de fitness, salle de boxe, par exemple, à Levallois aussi. Je m'entraînais un peu partout, tu vois, comme j'ai l'habitude de faire. Un jour, à la salle, il me dit, ouais, tiens, ça, c'est un papier, c'est rien, il faut signer ça, tranquille, c'est pour signer, c'est pour l'inscription, tout le monde signe ça, tiens, tu signes ça, tranquille, il n'y a rien et tout. Moi, je prends, je dis, vas-y, je vais signer à la maison. Il me dit, oh, d'accord, ok, mais il n'y a rien, c'est rien. Je dis, ok. Je prends, je lis même pas, tu vois, je mets dans mon sac. J'arrive à la maison, je lis et tout, je dis, c'est bizarre quand même. Je vais être à 10%, 20%, je dis, ouais. Sachant que moi, je m'entraîne déjà en kickboxing, un peu tout seul, et je combats au Glory, et je gagne mon argent au Glory, et je défends mes ceintures au Glory. Et là, je vois, tac, j'envoie mon avocate. À l'époque, c'était mon avocate qui gérait avec le Glory. Je lui dis, ouais, je peux signer ça ou je peux signer ça ou elle me répond par mail, elle me dit surtout, faut pas signer. Je dis, oh. Je dis pourquoi? Elle me dit, bah là, si vous signez, vous donnez 10% de votre salaire, plus 20% de votre salaire aussi à MMA Management Factory ou je sais pas quoi et tout. Je dis, mais c'est bizarre. Et là, j'appelle Arbala, je dis, mais c'est bizarre, il prend 10%, mais je m'entraîne même pas chez lui. 10% de l'UFC, si je vais à l'UFC, oui, là, normal, parce que j'arrive, truc et tout, mais. Non, 10% du kickboxing, mais ouais. Plus 20% de kickboxing pour le management. Mais je suis déjà au Glory, c'est des trucs bizarres. Bref, bien sûr, j'ai pas signé le truc, mais j'ai dit, t'as vu, ça la fout mal, tu vois. C'était un coup bas. Enfin, pas un coup bas, c'était. En fait, il a essayé de me la mettre à l'envers, tu vois. Ok. Bon, ça, je mets ça de côté, je signe pas, je dis rien.
Encore une fois, t'as vu. En plus, moi, de toute ma vie, j'ai jamais aimé le conflit. Ça veut dire, moi, je sais que ce mec-là, c'est pas un mec bien, vas-y, je vais pas lui dire. Et souvent, ça m'a desservi, parce que des fois, il faut dire aussi, il faut parler. Et moi, vas-y, vu que j'aime pas trop le conflit, je disais rien des fois, tu vois, il me faisait un truc, par contre, je sais, mais je dis rien. Il y a eu ça, il y a eu, quand je suis arrivé à la salle, ça, les gens savent peut-être pas, moi, il m'a dit, ah oui, tout le monde paye. Je me suis dit, ah ouais. Tout le monde paye, aujourd'hui, tout le monde, Francis, même les champions, ils payent et tout. Ça, c'est la règle dans ma salle. Ça, c'est la règle dans ma salle, tout le monde va payer et tout. J'ai dit, ah d'accord. Moi, je me suis dit, normalement, c'est pas normal. Un champion, il vient dans ta salle, ça donne du crédit à ta salle, ça te ramène d'autres personnes, les champions, ils payent pas. Mais, je dis, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis personne, tu me dis tout le monde paye, je paye. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas faire le crevard et te dire, ah non, c'est pas normal. Tu me dis, je paye, je paye. Donc, quand je me suis entraîné là-bas, j'ai tout payé. Il n'y a même pas de, oui, il est venu, non, j'ai tout payé. Et puis je m'entraînais, et puis moi en fait j'aimais pas trop les entraînements. Ça c'est réel, tu vois, c'est pas pour cracher sur lui. J'aimais pas les entraînements parce que déjà c'était loin, j'habitais à Asnières. C'était à Porte Dorée, moi j'habitais à Asnières-sur-Seine. Je déteste conduire, du coup je devais conduire pour aller là-bas. Les horaires, c'était entraînement à midi, entraînement à 13h. Et moi je m'entraînais 2 fois par jour. Et si je m'entraîne à midi, c'est-à-dire quand est-ce que le deuxième entraînement il vient quand? Si je m'entraîne à midi, et que je mange après l'entraînement, donc à 15h, 16h, et que je dois m'entraîner à 19h, c'est une galère. Du coup, c'était compliqué les entraînements. Et puis, c'était que l'entraînement, genre. En plus, c'était tout nouveau pour moi, tu vois. Moi, en kickboxing, je m'entraîne le matin, prépa, le soir, kickboxing. Prépa, kickboxing. Footing, kickboxing. Fractionné, truc, kickboxing. Là, c'était midi, sparring. En fait, c'est entraînement sparring. En gros, tout le monde dans la même salle, là, qu'on connaît. Et ça tourne à thème, sparring à thème, et lui il est là, au-dessus, et il donne des directives. Bon, moi c'était un peu nouveau pour moi, j'avais pas l'habitude de ça, et puis du coup ça me forçait à faire un entraînement par jour, et du coup c'était relou. Et surtout quand je rentrais chez moi, en voiture j'étais hyper fatigué, je m'endormais des fois. Et du coup j'ai pas adhéré en fait avec l'entraînement, la configuration, ni la qualité, etc. Du coup, ça me saoulait. Un jour, il me dit, viens, je t'invite. Sachant qu'on avait déjà fait des rendez-vous avec mon manager qui m'a amené à Women Factory, à l'époque, Franck. On avait fait plein de rendez-vous, tu vois. Et là, il me dit, bon, ça fait combien de temps que tu es avec Franck? Je dis, ah, Franck, ça fait même pas un an, moi. Tu as vraiment besoin de lui? Là, je me dis, oh, bizarre. Bizarre l'ambiance. Viens, on va dîner, t'as besoin de lui? Moi, je dis oui, bah, il m'aide, il essaie de trouver des sponsors, et puis même dans les contrats, oui, mais bon, parce que Franck, il me dit que lui aussi, si on va à l'UFC, il veut prendre 5%, il veut partager. Je dis, ouais, c'est normal. C'est lui qui m'amène, c'est normal que je partage avec lui. Oui, mais là, je me rappellerai toujours. Oui, mais si tout le monde amène tout le monde. J'étais mort. Dans ma tête, j'étais mort. J'ai dit, ah ouais, il veut rien aller, sans pitié. En gros, là, je comprends. Il est en train de me dire, quitte ton manager, c'est moi, je te manage. Comme ça, je ne partage pas avec lui. Mais je rigole quand même. Mais dans ma tête, je me dis, waouh, il est chaud, lui. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai dit, non, il est mauvais. Mais parce qu'en plus, Franck, il était gentil avec lui. En fait, j'ai dit, non, t'es mauvais. Tu vois, c'est pas. Ça se fait pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait vraiment pas. Du coup, il me dit, oui, non, si tout le monde amène tout le monde, il veut prendre ça, il veut partager, mais lui, il a rien fait pour l'UFC. C'est vrai. Dans le sens où c'est toi le contact de l'UFC, c'est toi, si je vais à l'UFC, c'est toi. Mais si je vais à l'UFC avec toi, c'est Franck. C'est lui qui m'a amené. En fait, c'est comme un apporteur d'affaires. Tu vois? Donc, toi, tu es un talent. Moi, j'ai une marque. Pour toi, je t'amène la marque. Oui, la marque te signe pour tes compétences, pour ton talent. Mais sans moi, la marque, elle vient pas. Tu vois, et c'est exactement. Donc j'avoue, ça te paraît injuste, mais ça ne l'est pas. Tu vois, ce serait lui couper l'herbe sur le pied, être injuste. Donc moi, je dis oui, non, moi je fais un peu le bête, tu vois. Je dis non, ouais, c'est vrai, bon, oui, truc et tout, etc. Ok. Puis il me dit, mais le Valois, là, tu fais quoi?
Je dis, mais je fais voilà, des cours de boxe anglaise, j'aime bien, tu vois, ça me permet d'améliorer mon anglaise. Oui, mais moi, je peux te faire l'anglaise à la salle, ne va plus là-bas. J'ai dit, ouais. J'ai dit, non, moi j'aime bien. Il dit, non, il ne faut plus aller là-bas. Tu viens à la salle, moi je te mets à disposition un coach d'anglaise, un préparateur physique, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, ouais, je vais voir. Et c'est là où j'ai compris, en fait, il veut t'enlever de partout. Il veut... Mais t'as vu là ce que je dis là Ils vont tous se reconnaître en MMA Factory. Parce qu'ils savent que c'est vrai. Tous ceux qui sont partis, ils vont cliquer, ils vont dire pile. Et tous ceux qui sont là-bas, ils vont dire pile. Et il y en a qui sont là-bas qui subissent ça, mais qui ne peuvent pas partir. Parce qu'ils ont nulle part où aller. Et donc ils préfèrent subir ça. Donc ils préfèrent subir ces mauvais traitements, ces exactions, que potentiellement de se retrouver à la rue ou avoir un truc moins bien. C'est juste le fait de se dire, oh, je suis en MMA Factory. Tu vois, et ça pour moi c'est un manque de courage. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, malsain un peu l'ambiance. Et la cerise sur le gâteau, durant ce dîner, il me dit, je lui dis oui, voilà, j'ai un combat au Glory. Il me dit oui, parce que bon, il veut partager si on va à l'UFC. Mais pourtant, là, avec le Glory, lui, il ne partage pas. Je lui dis, oui, mais attends. Lui, il m'amène pour qu'on aille à l'UFC et tout. Mais lui, il a déjà taffé, On a déjà le Glory, nous. Toi, tu arrives. Je ne m'entraîne pas avec toi en kickboxing. Tu ne me manages pas en kickboxing. Mais tu veux prendre quoi? Oui, mais si moi je partage, lui, il faut qu'il partage. J'ai dit oui, non, d'accord. Mais sous quelle base en fait? Sur quel. Tu vois, tu veux partager quoi? Le manage. Tu parles même. J'ai déjà mon contrat au Glory. Mes entraînements, je ne m'entraîne pas au MMA Factory, pas au Glory. Donc tu veux prendre quoi? Et là, il me dit quoi? Oui, mais moi, je peux t'entraîner en kickboxing. Moi, je lui dis, mais t'es pas entraîneur de kickboxing? Si, moi, j'entraîne les gens que j'entraîne en kickboxing. Je peux t'entraîner en kickboxing et puis on partage avec. J'ai dit, ouais, non, ouais, je vais voir. Tout ça, tout. Bref, on a fait le rendez-vous, on a fini. J'ai dit, ouais, laisse tomber, c'est une galère. J'ai dit, ah, les Camerounais. J'ai dit, c'est une galère. Puis il m'a présenté son épouse, sa copine, nutritionniste. Et il faisait un peu des liens comme ça. Il me disait, ouais, j'ai lui, ce mec-là, il fait des protège-dents. Tu te mets avec lui, tu fais un post sur les réseaux, il te fait tes protège-dents. J'ai un préparateur physique, à l'époque c'était Alex, je crois. Préparateur physique, tu fais une photo avec lui, tu mets sur les réseaux, il te fait ta prépa physique. Et j'ai ma nutritionniste, c'est la meilleure nutritionniste, il me dit, et en effet, il avait raison. En fait, la seule chose qu'il m'a apporté de bien, c'est la nutritionniste. De toute ma vie, il m'a vraiment aidé dans une chose, c'est ça. Il m'a présenté donc sa copine qui est nutritionniste, il m'a dit, c'est la meilleure et tout, etc. Elle te fait ta nutrition, toi tu fais la com et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Du coup, moi, je communiquais avec elle de manière professionnelle, comme aujourd'hui, toujours. Et puis avec la nutritionniste, tu commences à être proche. De toute façon, quand quelqu'un est dans la team, il fait partie de la famille, en fait, tu vois. Donc, proche, tout est relatif. Elle faisait partie de la team, tu vois. En plus, si demain, tu vas faire une nutrition avec elle, au début, elle te fait un check complet. Elle te pose des questions, alors à quelle heure tu dors, qu'est-ce que tu manges le matin, etc. Elle te dit combien de fois tu fais caca. Là, je te dis, ça te rapproche, tu vois. Combien de fois tu fais caca, de quelle couleur sont tes selles, la texture, mou, truc. Tu es là, moi, je chie pas, moi, t'es un ouf. Tu fais le bonhomme un peu, tu vois. Enfin, bref, et du coup, ça te rapproche, forcément, donc ça fait quelqu'un de la team. Donc, et surtout, vu que c'est une femme qui subit des mauvais traitements, des trucs, elle va se confier un peu, tu vois. Les femmes, elles sont comme ça, tu vois, elles sont émotives, tu vois, elles réfléchissent beaucoup avec leur cœur, avec leurs émotions. Alors que les hommes, ils ont tendance à plus être un peu plus durs. C'est pas une généralité, hein, c'est vraiment une majorité. Et ils ont tendance à plus réfléchir avec leur cerveau qu'avec leurs émotions, tu vois. Du coup, forcément, des fois, elle va se confier, elle va se dire oui, on va parler d'un sujet, ouais, il m'est arrivé ça. Et puis, un jour, je me souviendrai toujours, Fernand, il devait me mettre sur un business avec Foodspring. C'était une marque de compléments, je sais plus quoi, d'influenceurs, là, Foodspring. Et on devait faire un deal avec eux. Et c'était Fernand qui... Fernand, il avait des athlètes chez Foodspring, beaucoup d'athlètes chez Foodspring. Ce qui fait qu'il avait un lien avec eux, tu vois, un gros lien avec eux. Et moi, c'était à l'époque un apporteur d'affaires externe qui m'a apporté Foodspring et tout. Et le deal, il allait se faire. Et au dernier moment, il ne se fait pas.
Et moi, c'était la période où j'allais plus trop à M Factory, où vas-y, il sentait que je venais plus trop, tu vois. Et surtout la période où je lui avais dit non, je vais pas changer de manager, je vais pas quitter cette salle-là, tu vois, je vais pas faire ce que tu me demandes de faire. Et je vois le deal avec Footring, tac, il s'arrête. Je me dis bizarre. Je fais pas le lien au début. Je demande à celui qui m'a apporté l'affaire, je lui dis mais c'est bizarre, pourquoi, etc. Et puis donc à un moment je parle avec Cécile et je lui dis oui, ouais, ils ont refusé Footring et tout. Elle me dit bon, je devrais pas te le dire, mais c'est Lopez. Moi au début je me dis mais comment tu sais? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Elle me dit bah Cédric, il était en train de parler avec eux, j'étais sur l'ordi en train de travailler. Ah ouais, là je me dis bah aucune raison qu'elle me mente, enfin voilà, tu vois. Elle me dit j'étais là devant lui, il est en train de parler avec eux, et il a dit non, il faut pas que vous preniez Cédric. C'est de bonne guerre, mais c'est traite quand même, parce que le plan il vient pas de lui, il vient de quelqu'un d'autre, donc à la rigueur, tu vois. Mais là, il court-circuite en fait, c'est-à-dire il appelle et il dit non, le prenez pas. Ah ouais. Et puis du coup, Footspring appelle Lopez. Ouais, il s'est passé ça. Lopez m'envoie un message direct. Pourquoi on me dit que c'est moi qui ai coupé, je sais pas quoi. Moi dans la tête, je me dis ouais, il est incroyable ce mec. Et moi, je dis non, mais il n'y a pas de mal, Lopez, t'inquiète, hein, c'est légitime. Moi, je signe pas à la salle, vu que je m'entraîne plus là-bas. Toi, tu me donnes pas le plan avec Footspring, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, tu vois. Et puis, un jour, j'avais un combat à Lille, je lui ai dit de venir à Lopez. Pour connaître vraiment quelqu'un, il faut que tu voyages avec lui. Soit tu voyages, soit tu fais du commerce avec lui, soit tu cohabites avec la personne. À l'époque, j'avais une copine. Il disait oui mais ta copine, est-ce que tu fais ça avec elle? Des trucs de fou, tu vois, manque de respect un peu. Des discussions pas bonnes, tu vois. Et puis je me souviendrai toujours avec ma copine qui était venue, et elle se trompe jamais. Tu sais, le soir, elle m'a dit c'était qui lui là qui était habillé comme ça? Elle dit lui, ah ben lui, c'est lui avec lui que je vais peut-être signer pour le MMA et tout. Elle me dit ah ouais, je le sens pas. Je dis pourquoi? Elle me dit la manière dont il me regarde, il te respecte pas. Je dis ah ouais, bizarre. Et ça coïncidait, ça corroborait ce que lui il me disait, enfin, ça corroborait son comportement en fait. Il parlait de femmes et tout, c'est des trucs, des attitudes que j'aimais pas, tu vois, j'adhérais pas. Et puis voilà, c'est là où je me suis dit vas-y, je vais plus là-bas, tu vois. Et puis quand j'ai appris que qu'il battait sa femme, ça a été la goutte d'eau, je dis ah, laisse tomber, tu vois. Et encore une fois, sur le coup, tout le monde savait là-bas à la salle, tu vois, mais tout le monde était avec lui. Parce que la salle, parce que je restais à l'UFC, parce que truc. Du coup, moi, je suis parti parce que j'avais rien à faire dans cette ambiance, tu vois. Et puis un jour, il y a eu l'histoire des violences quand j'étais au téléphone, où après j'ai appelé la police, ils sont allés et ils l'ont viré. Et puis là, je reçois un message de Lopez qui dit oui, tu m'as même pas, à aucun moment, tu m'as dit que tu es venu me voir pour discuter, pour me dire frère, qu'est-ce qui se passe? Mais au contraire, tu es au téléphone avec ma femme à 2h du matin, etc. En gros, c'est lui la victime. Un pavé comme ça, en gros, c'est lui la victime et moi, ça se fait pas ce que j'ai fait. Et moi, je dis, ah, t'es incroyable. J'ai juste répondu ça, j'ai dit, t'es incroyable. Et il répond, je suis incroyable. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Merci beaucoup. Je suis incroyable. Et puis ça s'est arrêté là, on ne s'est plus jamais parlé, tu vois. Et donc là, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de souci entre lui et moi. Je suis parti. Mais sauf que les gens, à chaque fois, ils disaient, mais pourquoi Cédric, il est parti de la salle? Pourquoi le truc? Pourquoi? Ils ne savaient pas quoi répondre à chaque fois. Et un jour, je me réveille, je vois, j'ai plein de notifications. Et je vois une vidéo où il dit, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé. Et on me dit, oui, est-ce que Céline Doumbé a baisé ta femme? Je vous le dis cash, oui, j'étais le manager. Je suis tombé de haut, j'ai dit, wesh. Et oui, voilà, ils se sont séduits, ils se sont mis bien, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les yeux? Et j'étais là, je dis, wow, c'est un ouf. Alors Abdallah était énervé. Parce qu'en fait, forcément, moi, j'y vois. Je me dis, mais tout le monde se dit, mais c'est un ouf. Comment un cocu, il peut dire qu'il est cocu? Tu sais, c'est bizarre. Mais c'est Fernand, frère. Il est prêt à tout pour faire passer son adversaire pour quelqu'un de mauvais. Et tu vois, et moi, du coup, les gens ils disaient, waouh, t'es chaud. Donc au début, les gens ils disaient, ah, il est chaud, Cédric, non, mais au bout d'un moment, ils disaient, en fait, c'est un enfoiré, Cédric, tu vois. Et du coup, c'est ça qui ressortait. Donc, et là, les gens ils disaient, ah, mais c'est pour ça qu'il est parti de la salle, c'est pour ça qu'on l'a viré de la salle, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. La vérité, c'est ça, c'est qu'il a essayé de me faire des trucs à l'envers. Moi, l'histoire de il frappait sa femme, je l'ai jamais dit parce que, déjà parce qu'il a été condamné, et de deux, parce que ça n'avait pas son sujet, parce que je gardais ça aussi sous le coude. En mode, à un moment, je l'ai dit même, j'ai dit, j'ai des dossiers.
Si je les déclare, laisse tomber, c'est hors du sport en fait, ça part trop loin. Et puis donc il y a eu ça, et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, c'est là où j'ai commencé la guerre, entre guillemets. Amicale en plus, hein, parce que c'était que des oui, good job. Tu sais, quand tu détestes quelqu'un, vraiment tu veux le faire, tu rigoles pas en fait avec lui, tu vois. Et puis quand il a balancé ça, j'ai dit ah d'accord. Et puis ça a commencé. Et puis lui, c'était que des coups bas. Oui, Cédric, il a refusé Baki, il a refusé je sais pas qui, alors que j'ai jamais eu de... Et ça, quand tu dis ça, dans mon milieu, dans notre milieu du sport de combat, les gens ils disent moi en fait, tu parles beaucoup, mais t'es une baltringue, tu refuses des mecs. Du coup, ça fait mal. Donc que des coups bas, alors que c'est pas vrai. Moi, tout ce que je dis, c'est vrai. Les good jobs, tout ça, c'est vrai. Tu vois, c'est juste, je me moque. Et puis c'est là où j'ai décidé de dire la vérité à tout le monde, tu vois. Et en plus, c'est pas incohérent parce que c'est un lien avec mon combat contre les violences faites aux femmes. Après, bon, j'ai annoncé mon salaire, tac, le lendemain, il y a une vidéo qui sort sur moi, on a essayé de me faire. Et Dieu merci, on voit sur la vidéo que c'est juste un tuto. Comment se comporter face à une femme hystérique, etc. J'ai dit, ben voilà, Lopez, voilà comment il faut se comporter. Lopez, lui qui est à l'origine de la sortie de cette vidéo, d'après ce qu'on m'a dit, attention. Maintenant, faut faire attention, c'est pas toute femme qui dit ah, on m'a frappé, qu'il faut croire. Parce qu'il y a des. Il y a aussi, tu sais, les violences contre les femmes, c'est un cerbère avec plusieurs têtes. Il y a la tête des hommes violents, il y a la tête des hommes qui ne savent pas se contrôler, qui cèdent à leurs émotions, à la colère et qui sont violents, qui tombent dans le mal. Il y a la tête des femmes qui se font passer pour des victimes alors qu'elles ne le sont pas et ça dessert les victimes, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des patins quand on traite la question des violences faites aux femmes. Parce que, tu vois, on l'a vu avec Amber Heard et Johnny Depp, parce que ce ne sont pas toujours les femmes les victimes, tu vois. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pas moi, Cécile, elle me disait, ouais, il m'a tapé, ah, il t'a tapé, tu vois. Doucement, tu vois, je prenais vraiment des précautions. Mais quand tu es là au téléphone, tu entends, boum, tu me fais mal, tu entends des bruits de fou. Et que le téléphone, il tombe. Et là, je commence à flipper, mon cœur est batté, je suis dans la voiture, je dis, waouh, c'est une dinguerie, wesh. Et là, je vois quelqu'un qui prend le téléphone, j'entends, et là, j'entends, Cédric Doumbé, pas toi, pas lui, c'est incroyable. Et ça raccroche. Je dis, wow, il va la tuer là. Wow. Ton téléphone à 2 h du matin, j'entends, non. En plus, t'as vu, elle faisait du sga un peu. Parce qu'il lui disait, bon, entre à la maison, elle était sur le balcon. Il lui disait, rentre au salon. Non, Fernand, je ne suis plus sous ton emprise, je ne t'écouterai plus. Et quand j'entends, ouais, tac, et je vois, il dit, non, c'est Doumbé. Ah, je me suis dit, oh, il va la tuer. C'est là où j'ai flippé, tu vois, j'ai appelé la police. Enfin, bref. Ce qui nous amène à ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec Fernand? C'est ça qui s'est passé. Et j'ai oublié des choses, parce que vraiment, c'est même trop long ce que j'ai dit. J'ai oublié des choses, ce qui fait que, voilà, en conclusion, j'étais là-bas, je l'ai fréquenté, je l'ai côtoyé, j'ai vu que c'était pas quelqu'un de bien, en tout cas quelqu'un qui avait des valeurs, des convictions qui ne matchaient pas avec les miennes. Je me suis séparé, j'ai gardé un lien avec sa femme, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'était ma nutritionniste. Et avec ce lien-là, j'ai vu qu'en fait, qui frappait. Parce que lui, à un moment, il a dit, j'ai mis une claque. Non, tu as mis plusieurs claques, tu as étranglé, tu as fait du MMA, les adversaires que tu n'as pas réussi à battre. Là, tu t'es vengé, entre guillemets. Et du coup, là, ça m'a déplu. C'est là où ça a commencé à être mon ennemi, tu vois. Parce que c'était pas Fernand Lopez, mon ennemi. C'est celui qui bat sa femme, tu vois, celui qui fait ça. Parce qu'en soi, celui qui m'a coupé le deal avec Footring, m'en tape. Celui qui veut pas que j'aille m'entraîner à tel endroit, bah, je m'en tape, tu vois, ça passe. Mais celui qui frappe sa femme et qui, derrière, me fait passer pour celui qui a couché avec sa femme, non, ça passe pas, tu vois. Il y a un événement qui se passe dans ta vie et qui te change de manière assez drastique, c'est le confinement. Qu'est-ce qui se passe pendant ton confinement? Confinement, c'est une période où je me suis dit, bon tiens, je vais changer, je vais être quelqu'un de mieux. J'ai envie d'être une meilleure personne. Et en tant que chrétien, je me disais, pour être une meilleure personne, il faut que tu sois un meilleur chrétien. Forcément, parce que, étant donné que tu crois en Dieu et que Dieu il est omnipotent, c'est lui qui décide de tout. Et on a tous notre part de libre arbitre. On doit faire les causes, mais le maître des causes, ben, c'est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Du coup, je me dis, non, je vais être un meilleur chrétien, comme ça, je vais prouver à Dieu que je mérite d'avoir ses faveurs. Et parmi ses faveurs, d'avoir une épouse pieuse, entre guillemets, une épouse bien, avec des belles valeurs qui matchent avec les miennes, d'avoir une meilleure situation de vie et d'avoir une meilleure vie, en fait, en général.
Je me dis, pourquoi j'aurais une belle vie? Pourquoi Dieu me donnerait une belle vie alors que ce que je propose, c'est pas trop beau, tu vois. Les soirées, les femmes. Et puis en faisant mes recherches pendant le confinement, seul, j'avais tout le temps que je voulais. Et j'ai fait mes recherches, des études, c'est un grand mot, comparatives des religions dites monothéistes. Et puis c'est ça qui m'a amené à l'islam. Je me suis rendu compte qu'en fait, en étant musulman, tu étais tout simplement un meilleur chrétien. En étant musulman, tu étais un meilleur juif. En étant musulman, en fait, tu étais un croyant. Et pendant longtemps, je ne me considérais même pas comme chrétien. Quand on me disait t'es chrétien, je disais non. En fait, c'est la religion la plus logique. Tu vois, un Dieu unique qui te crée et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Fin. C'est ça ce qu'on appelle l'unicité. Et c'est ça le monothéisme. Et en dehors de cet aspect spirituel que tu as bien énoncé, en quoi le Cédric musulman est une meilleure personne que le Cédric qui était juste entre guillemets croyant avant? Parce que le Cédric musulman, il a le mode d'emploi de la vie. C'est ça en fait être musulman. Tu as le mode d'emploi de la vie. Ça veut dire, on va rester sur la parabole du mode d'emploi. Si demain tu reçois un meuble à la maison, une commode ou je sais pas, un meuble, sans mode d'emploi, tu vas à peu près voir comment il faut le monter. Tu vois, t'as quand même un cerveau. Tu sais quand même, tu vois, comment on doit mettre tel poignet à cela. C'est une portière, donc ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, ce sont les pieds, tu vois, ça c'est un pied, donc ça se met en dessous. On a une vision d'ensemble de comment bien se comporter. Mais tout est dans les détails. Et parmi les détails, il y a cette vis qui va manquer. Tu dis, mais bizarre, j'ai tout bien monté, mais ça va bien quelque part. C'est ton meuble qui va bouger un peu, il va être bancal, il va faire du bruit, il va grincer. Tu dis, mais c'est bizarre, il y a un truc que j'ai pas bien fait, mais t'as pas de mode d'emploi. Et cette vis, ou ce grincement, ou cette portière qui est un peu bancale, elle peut faire en sorte que tout ton meuble s'écroule. Donc ta vision d'ensemble, elle ne suffira pas si tu ne rentres pas dans les détails pour que ton meuble soit solide. Aujourd'hui, quand tu reçois le meuble avec la notice, tu te dis « Waouh, en fait c'est bon, je sais que ça, en fait il faut le mettre là. Ça, cette vis que j'ai mis à tel endroit qui rentrait, mais en fait elle ne va pas là, parce qu'elle va à tel ailleurs. Ça. Et quand tu remontes le meuble de la manière adéquate, là ton meuble il bouge plus. Mais qui d'autre que celui qui a conçu ce meuble pour te donner la notice? Personne. Il n'y a personne d'autre qui ne sait comment tu dois vivre que celui qui a créé l'être humain, donc Dieu. Donc le Cédric d'avant, il n'avait pas la notice. Le Cédric d'aujourd'hui, il a la notice. Je sais pourquoi je me réveille chaque matin. Je sais pourquoi j'ai été créé, tout simplement. Donc aujourd'hui, je sais où je vais. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je sais d'où je viens et maintenant je sais où je vais. Donc c'est ça qui fait que je suis une meilleure personne aujourd'hui, c'est que j'ai le mode d'emploi, je sais comment me comporter avec moi-même, je sais comment me comporter avec les gens, et quand je te dis je sais comment me comporter, c'est de manière détaillée, pas la vision générale, de manière détaillée. C'est le mode d'emploi de la vie en fait. Honnêtement, tu t'es posé la question des sports de combat? Est-ce que je me suis posé la question des sports de combat? La continuité de ta carrière? Oui, je me suis posé la question. Ça c'est un point où je suis encore faible. Et je demande à Allah tous les jours qu'il me raffermisse, mais on sait tous, hein, la question des sports de combat dans la religion, c'est que la pratique des sports de combat en compétition, non, elle n'est pas permise. Parce que ça inclut les coups portés au visage, et en islam, on ne peut pas frapper quelqu'un au visage, parce que le visage, c'est la partie la plus noble du corps humain, et Allah, il a créé ce visage-là, ce corps-là, qui est un dépôt en fait, c'est-à-dire il ne nous appartient pas, c'est un prêt. Parce que quand tu meurs, ton corps, tu le quittes, il retourne sous terre, tandis que ton âme reste là. Et du coup, le visage, il est interdit de le toucher, le visage, de le frapper, tu vois. C'est difficile, hein, après, aujourd'hui, entre guillemets, mon excuse, c'est hey, « mais moi, ça fait 3 ans que je suis musulman, tranquille », tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est mon excuse. Je dis hey, « ça fait 3 ans, tranquille, hey, je suis pas venu ici pour se offrir, ok ?» Et j'essaye de ne pas aller trop vite non plus. Je me dis chaque chose en son temps. J'ai une vision à long terme. Tu vois, celui qui va lentement, il va sûrement. Les actes les plus aimés par Dieu sont des actes minimes, mais qui durent dans le temps. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent tout apprendre, tout faire au bout de 2 ans, de 3 ans. C'est pas possible. Maintenant, le sujet des sports, il est dans ma tête, tu vois. Et j'y travaille et j'essaye de faire les choses de mieux en mieux, mais c'est un sujet où je suis encore faible. Tous des faiblesses, tu vois. Mais je ne me cache pas derrière la faiblesse. Je sais que c'est un sujet et il faut que je travaille.
Et c'est quoi la suite des événements pour toi? Dans le sport, Ouais. bah, c'est prochain combat, début d'année 2024, déjà, à court terme. À long terme, j'ai pas de vision. Pas de vision à long terme. T'as qui en ligne de mire, là? Là, en ligne de mire, il y a Anthony Pettis Qui parle beaucoup. qui parle. Pour l'instant, il parle pas beaucoup, il parle. Anthony Pettis, qui est un bon match-up pour moi, parce que bah, ancien champion de l'UFC, parce que combattant très expérimenté, combattant qui a un nom, et aussi parce que bon, il est plus sur la fin aussi, on va pas se mentir. Hein. Donc c'est plus facile pour moi, c'est pas le Anthony Pettis prime. Donc bon match-up pour moi, tu vois, de manière à monter la hype pour au final arriver face à un adversaire comme Magomed ou Malatov, qui est un peu plus dangereux pour moi, je pense. Jake Paul, c'est une affiche que tu peux vraiment envisager par la Jake suite? Paul, ouais, ce serait une affiche que je pourrais envisager, parce qu'en plus, il s'est amélioré, il est de plus en plus bon. Maintenant, pareil, sportivement, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je pense que c'est plus pour la hype, c'est plus pour, bah oui, l'argent aussi. Mais est-ce que c'est un combat que j'aurais tout intérêt à aller chercher? Je pense pas en tant que combattant, tu te dis pas, ouais, je vais aller combattre Jake Paul. Mais si ça se fait, je serais ravi. Hein. Et l'UFC dans tout ça? Est-ce que c'est un truc qui reste dans un coin de ta tête ou Non, c'est ça y est, complètement annihilé? l'UFC, ils ont floppé. Ils ont loupé, ils auraient dû signer Cyril Doumbé, ça s'est pas fait, maintenant c'est PFL. Et avec tous les problèmes qu'on voit à l'UFC, je pense qu'il faut arrêter de donner du crédit à l'UFC, tu vois. Ça y est, il faut juste parler à ces combattants qui se taillent de là-bas, tu vois. Ils sont pas bien payés, ils sont un peu maltraités, il y a des combattants qui sont chouchoutés au détriment d'autres. Alors je dis pas venez au PFL, même si pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur deal pour tous les combattants, le PFL. Mais il ne faut pas rester dans un endroit où vous êtes maltraité, tu vois. Ne faites pas ce que les autres ont fait dans la salle dont il ne faut pas prononcer le nom. Mais hormis l'aspect monétaire au niveau compétitif, là, le Cédric compétiteur, est-ce qu'il n'a pas quand même ce regret de se dire que peut-être, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il ne combattra jamais les personnes qu'il a mis en garde jusqu'à présent comme, Si, il y a toujours ce regret dans la tête. Mais c'est pas impossible. Demain, si je prends la ceinture du PFL, je tabasse tout le monde. Il n'est pas impossible qu'on fasse un champion du PFL contre un champion de l'UFC. Donc j'ai toujours ça en tête. Hein. C'est dans mes ambitions même. Hein. Demain, avec la ceinture, après, je vais call out. Tu vois, je vais call out. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à rien. Je ne vais pas call out le champion de l'UFC. Ce serait pas très smart et il n'y a pas d'intérêt. Mais demain, c'est une possibilité. Maintenant, regret de ne pas avoir signé à l'UFC, non, pas du tout. Je suis très bien là quand je vois les combattants à l'UFC Paris et les Français par exemple, ce qu'ils prennent comme bourse. Aucun regret. Tu prends 10 fois plus, c'est ça? Allez, je prends 10 fois plus. Aucun regret. Et après, moi, je suis légitime. J'ai une carrière derrière. Mais me faire redescendre financièrement sous prétexte que nous, on est l'UFC, non, c'est tombé. C'est moi, je suis Cyril Doumbé. Moi, j'ai pas besoin d'une organisation. C'est l'organisation qui a besoin de moi. Parce que s'il y avait personne, ton organisation, elle serait rien du tout. Tu as dit que tu étais plus proche de la fin que du début. Tu as déjà pensé à ce que tu allais faire dans ton après-carrière ou pas? Non, il y a le cinéma que je veux absolument faire. Avant le cinéma, j'étais un peu en mode ouais, je vais faire de la scène. C'est toujours dans ma tête aussi, la scène. Maintenant, c'est vraiment le cinéma. En plus, je commence un peu à avoir des contacts. Donc, le cinéma, ça me branche. J'avais pensé aussi à ouvrir un restaurant. Ça, c'est toujours été un rêve depuis tout petit d'ouvrir un restaurant. Comme ça, je peux grailler gratuit tout le temps. Ça, c'est toujours été un rêve. J'ai toujours dit, il faut que j'ai un restaurant. Comme ça, ma famille elle pourra venir manger quand elle veut, gratuitement. Et moi, je peux venir quand je veux. Je dis au cuistot, fais-moi ça. Toujours un rêve ça, c'est un rêve de gosse. Tu vois. Donc ça, je le ferai, je pense. Et puis, j'avais un projet dans ma tête aussi un peu associatif, c'est mettre ma notoriété et mon argent au service des bonnes causes, tu vois. Notamment les enfants. Je sais pas, un rêve de gosse aussi, c'était ouvrir un orphelinat. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Après, aujourd'hui, peut-être qu'on va me dire, non, mais un orphelinat, c'est pas la meilleure chose à faire. Ou alors, c'est pas bénéf, c'est pas ceci, tu vois. Donc, mais depuis tout petit, je me suis dit, il faut que je fasse un truc genre orphelinat, un truc comme ça, où j'aide les enfants. Ça, c'est un truc dans ma tête. J'avais aussi dans ma tête, je me dis, ouais, il faudrait que j'adopte. Ça serait bien un jour si j'adopte, je sauve la vie, entre guillemets, d'un enfant, tu vois. Un orphelin. Plein de projets comme ça, tu vois, dans ma tête. Mais rien d'arrêté.
Cédric, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y avait un sujet ou une thématique dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé dans cette interview? Bah, on n'a pas parlé, j'aimerais bien parler de Fernand Lopez. Et, je rigole. Je rigole. Non, il n'y en a pas. Je te remercie alors. Merci.